Cette nuit d'histoire, c'était une drôle de soirée. Alors, j'aurais jamais de ma vie pensé débriefer un classique et parler du ballon d'or d'un joueur français dans la même vidéo. Mais oui, l'Olympique de Marseille a mis fin à une très longue série. Ousmane Dembélé est devenu le 6e joueur français à remporter un ballon d'or et il entre dans la grande histoire de notre sport. Ousmane, tu es une légende. L'histoire de rédemption d'Ousmane Dembélé, l'histoire d'émotion d'Ousmane Dembélé, le discours était assez incroyable. Beaucoup d'exceptionnels, mais beaucoup de larmes et en tout cas ici de dieux qui se sont mis à chauffer un petit peu. Franchement, ouais, très beau. Comme j'ai dit, je sais pas si c'est le patriotisme, mais j'ai jamais été autant touché par un discours de Ballon d'Or, je pense. Il y a vraiment un truc, mais ça on le sait depuis longtemps, il y a vraiment un truc sincère, authentique quand Dembélé parle. Et c'était très touchant. Oui, il est désormais une légende, ce Ballon d'Or, qui a été gagné par Johan Cruyff, qui a été gagné par Zidane, qui a été gagné par Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Léo Messi, Luka Modric, Karim Benzema et tant d'autres immenses noms de notre sport. Ce Ballon d'Or a été gagné en 2025 par Ousmane Dembélé. Et alors s'il y a quelques années, si en début d'année, on aurait pensé que ça se produirait, j'ai vu cette stat sortir, elle est pas mal. C'était la première nomination d'Ousmane Dembélé au Ballon d'Or, la toute première de sa vie. Il n'a pas fait dans la demi-mesure. Et ça, je pense que ça se produit pas très souvent. Incroyable histoire, incroyable match aussi. Et on va parler des deux dans cette vidéo. On va raconter tout ce qui s'est passé ce soir dans cette vidéo. En tout cas, tenter de le faire. Parce que oui, il a pris son ballon d'or des mains de Ronaldinho. Il a arboré un grand sourire. Mais dans le même temps, son club, qui a été décerné club de la saison, ne pouvait pas être présent au Théâtre du Châtelet, car ils étaient au Vélodrome, car l'Olympique de Marseille les a battus, dans ce qui était un sacré match aussi. Marseille qui met fin à 14 ans sans victoire dans un classique à la maison, à Marseille. Quelle immense soirée, dans le sud de la France aussi. C'est une vraie soirée pour l'histoire, c'est une vraie nuit d'histoire, et ça rebat pas mal les cartes aussi dans notre championnat de France, parce que désormais, niveau classement, on a 4 équipes à 12 points. Monaco, le Paris Saint-Germain, mon OL, Strasbourg, Marseille est à 9, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si le Paris Saint-Germain refera 19 points d'écart avec l'OM cette saison. On verra, mais ça a été une victoire, une très grande victoire, une victoire importante. On va en parler aussi. J'avais un peu en double écran aussi la cérémonie, surtout quand ça a commencé à devenir les moments importants. Et il y avait des trucs genre Luis Enrique sur le banc en train de parler à Vitinha. Et quelques minutes plus tard, sur ce fauteuil, dans une séquence enregistrée, en train de recevoir le prix d'entraîneur de l'année, tellement mérité, tellement de respect pour son accomplissement, tellement de respect pour l'homme. Sa fondation, la fondation Shana aussi, qui remporte le prix de fondation de l'année, travail associatif de l'année. Très beau, quel magnifique geste. Et ouais, drôle de nuit. Ballon d'or, Ruud Gullit, Aitana Bonmatí aussi qui a gagné le Ballon d'Or féminin, Kate Scott dans le fond. Beaucoup d'émotions, mais commençons ce débrief, cette vidéo, par la victoire marseillaise au Vélodrome. On reviendra sur le Ballon d'Or à la fin, je vous donnerai un petit peu mon avis sur ce top 10, la manière et ceux qui sont même pas dans le top 10 aussi. Il y a des choses à redire, mais commençons un petit peu par la victoire marseillaise, qui a été une victoire magnifique. Une victoire d'abord mentale. Une victoire où je pense que leur homme qui s'est le plus distingué, c'est celui-là. C'est Timothy Weah, que j'ai trouvé excellent dans tout. C'était un Paris Saint-Germain dans une configuration tactique assez originale. Marseille sur la pression. Je les ai jamais vus aussi forts. Et face à Paris, Timothy Weah ici qui sort sur Kfara, qui fait le jump
un pas de plus pour transmettre à Greenwood, c'est cette action, c'est cette contre-pression de Timothy Weah qui déclenche le but de la victoire, Naïf Aguerd, le seul but de match. À la 5e minute, il s'élève plus haut que Lucas Chevalier, qui fait une bourde, qui fait une erreur. Marquinhos, franchement, il était au contact avec Aguerd, il n'y avait pas à sortir comme ça. Il rate son intervention, d'ailleurs je le vois parce que Marquinhos derrière attend que Chevalier se relève pour lui dire quelques mots. Et on en avait parlé quand il avait signé, on disait dans l'ensemble, sans doute bon transfert parce qu'il y a toute la variable salariale, comptable, fair play financier à prendre en compte. Il y avait beaucoup de choses, c'était une vidéo de 25 minutes. Mais un point qu'on mettait en avant, c'était que, bon, il n'était pas un mec qui aimait beaucoup sortir dans les airs, qui aimait pas sortir beaucoup déjà au-delà de sa ligne pour faire le gardien libéraux. C'était peut-être parce que Lille était régulièrement en bloc bas la saison dernière, mais on voyait par exemple sur le nombre d'actions défensives en dehors de sa surface de penalty, 0,65 par match, 15e centile en Europe, 85 en ont plus que Lucas Chevalier la saison dernière, et aussi sur le pourcentage de centres stoppés, 5,2%, ça le met dans le dernier tiers, grosso modo à l'orée du dernier tiers des gardiens des 5 championnats majeurs, alors que Geronimo Rulli, les stats, c'est tout l'inverse. Lui, c'est un vrai gardien volant, il adore sortir au-delà de sa ligne. Sur le nombre de centres stoppés, il a le double de Lucas Chevalier, 10,5%, 93e centile. Donnarumma, c'était légèrement plus que Lucas Chevalier, 6,5% par rapport à 5,2% pour Chevalier, un petit peu plus d'action défensive en dehors de sa surface. Donnarumma n'était pas un grand gardien volant, il aimait bien rester sur sa ligne, mais Lucas Chevalier à Lille, c'était encore un petit peu plus que ça, donc on voit clairement une marge de progression, et ça s'est vu dans ce gros match, avec une grosse erreur. Pour Lucas Chevalier, sur ce début de campagne, début de carrière parisienne, il y a eu quelques très très beaux moments, séances de tir au but, des moments lumière. Il y a eu aussi quelques bourdes, bien sûr, on l'a vu, dans son premier match, déjà le but que le Paris Saint-Germain encaisse, et puis là aussi, dans un classique au Vélodrome. Mais dans l'ensemble, ça a été un match difficile pour le PSG, qui se présentait donc sans Désiré Doué, sans Ousmane Dembélé, qui était au Théâtre du Châtelet, sans João Neves aussi, pareil, qui pouvait pas être là, et qui était donc à Paris pour la récompense. 3-4-3, avec Zabarni, Marquinhos, Pacho, c'était quelque chose qu'on avait vu en fin de match contre l'Atalanta, dans le dernier quart d'heure. Peut-être déjà un test pour Luis Enrique. Je ne sais pas si on le reverra beaucoup parce que ça n'a pas été très très concluant. C'était 3... Alors, sur le papier, ça dit 3-5-2 avec Kvara et Gonzalo Ramos. Je trouvais surtout dans l'animation 3-3-4, Vitinha, Zaïre Emery, Fabien Ruiz. João Neves a vraiment vraiment manqué. Et Nuno qui venait à l'intérieur. Mais du coup, il n'y avait pas vraiment 5 joueurs sur la dernière ligne. Hakimi la largeur, Mendes à l'intérieur, Kvara la largeur gauche et Ramos dans l'axe. Il manquait peut-être un peu de jeu interligne. L'Olympique de Marseille était dans un 5-4-1 qui cherchait vraiment à comprimer l'espace axial. Clairement, c'est OK de laisser Kvara avoir du jeu, c'est OK de laisser Hakimi avec de l'espace sur son flanc, mais à l'intérieur, grosse protection et pas beaucoup de jeu interligne trouvé par le Paris Saint-Germain, ce football fluide. On voit beaucoup de densité à l'intérieur. J'ai trouvé surtout Marseille très bon sur sa pression. Ici, Greenwood sort sur Pacho, derrière Weah sort sur Kvara, et ce dribble lui passe pas, et même Kvara la retouche, touche gagnée dans les 35 mètres, alors qu'à la base, c'était une sortie de balle parisienne, à la 11e minute de jeu. Non seulement Weah fait cet effort, mais par exemple, quand Ruiz alerte dans son dos, il fait la course de repli pour stopper cette transmission, magnifique intervention, et quelques secondes plus tard, sur la projection, il est là, quand Greenwood transmet, dans cet intervalle, il est là pour piquer dans le dos de Pacho, dans le dos de Mendes. Bon, Mendes est rapide, mais cette intention et cette débauche d'énergie, je trouvais que Weah a fait un très très bon match en tant que piston. Le Paris Saint-Germain, progressivement, a vu qu'il y avait quand même de l'espace dans le dos de cette ligne. Et ce 5-4-1, il était bien comprimé dans l'axe. Il cherchait aussi à être médian assez haut, sortir quand c'était possible. Pourtant, Vitinha était régulièrement laissé assez tranquille avec 4-5 mètres d'espace devant lui, un peu dans un fauteuil. Et quand il alerte Ruiz ici dans le dos de la ligne, ouais, c'est dangereux, mais Rulli sort. On a parlé de Rulli, à quel point c'est pas le même profil que Lucas Chevalier. Et tout au long du match, on a vu Rulli sortir dans ses 16 mètres, même un peu plus loin. Et là, sur Ruiz, il sort très bien. Sur cette action, par exemple, c'est en seconde mi-temps. En seconde mi-temps, Paris a encore plus forcé dans la profondeur. On voit, il y a Ramos qui dit d'aller jouer sur Mendes de l'autre côté. Il y a Hakimi qui plonge second poteau. Cette fois, c'est Fabien Ruiz qui a de l'espace devant lui. Il cherche à alerter Hakimi qui a plongé.
Rouli sort, il est dans ses 13-14 mètres. 86e minute, Vitinha, encore une fois, dans un fauteuil, le bloc qui recule de plus en plus, mais il y a peut-être des appels dans la profondeur. Ruiz, Hakimi, il essaye de la mettre par-dessus Rouli, qui a failli se faire prendre à son propre jeu à 2 actions défensives en dehors de sa surface par match. Il aime beaucoup sortir, et pour le coup, Vitinha, je trouve que c'était très très malin. Ça a failli le faire, ça a failli être une climatisation à la Cavani, au bout du bout, pour empêcher Marseille de prendre la victoire. Petit tir malin. Mais l'histoire de ce match, pour moi, c'est que Marseille a fait un vrai match de combat, d'abnégation. Ils sont arrivés préparés. Et même si ce match a été repoussé de 24 heures, ça s'est pas vu. Ils étaient totalement dans le ton. Encore une fois, on a dit Wea ici, qui sort sur Mendes, il perd son duel, Paris avance, remise, il relâche pas ses efforts et réussit le tacle. Magnifique. 31e minute, quand Marseille est à 6 mètres, bloc haut parisien. Et quand Rouli allonge comme ça, déviation de Gouiri sur Greenwood en 3e homme, qui en une touche la met par-dessus dans le dos pour Paijao, ça se voit que c'est une séquence travaillée. Et encore une fois, Marseille est arrivé préparé pour ce match. Et leur victoire, je trouve, malgré le fait que le Paris Saint-Germain, à partir de l'heure de jeu, commence à avoir un petit peu plus de situations, un peu plus de jeux interlignes par exemple, Vitinha ici, Vitinha, Ramos, Ruiz, c'est dangereux, mais bon, Vitinha à la baguette, très bien. Ruiz et Ramos qui combinent dans l'interligne, c'est pas exactement ce qui matche le plus avec leur qualité. Même Farah qui plonge dans la petite profondeur, encore une fois, c'est pas forcément la qualité principale. Donc le Paris Saint-Germain démuni, avec moins d'armes que d'habitude, mais a peiné à trouver la solution. Quand même, heure de jeu, cette frappe d'Hakimi qui est sortie par Roulier, énorme arrêt. Ouais, là c'est chaud. Et 5 minutes plus tard, sur une pression de Vitinha, qui pour le coup a été quand même dans la plupart des bons coups. Ça donne un centre et une tête de Gonzalo Ramos dans les 6 mètres qui passe de rien au-dessus. Ça fait 2 big chances concédées en 5 minutes. Ouais, Marseille a plus souffert sur le 3e tiers du match. Mais Paris n'a pas vraiment trouvé la solution. Ce centre, pareil, ça a failli être coupé par Ruiz. Il y a Marquinhos au second poteau. Roberto De Zerbi sera exclu. Mais c'était à l'image du tempérament de Marseille dans ce match, qui a fait un vrai match d'homme. L'OM, un match d'homme, oui, et il l'emporte. Je trouve de manière plutôt convaincante. Il y a certes que 7 tirs pour eux, 9 tirs, 12 pour le Paris Saint-Germain. Le score effect, quand tu mènes 1-0 au bout de 5 minutes, forcément ça joue pas mal. Mais dans les intentions, dans la texture tactique du match, dans tout ce qu'ils ont amené à cette rencontre, je trouvais qu'ils étaient prêts et je trouvais qu'ils ont fait un vrai bon match. Face à un Paris Saint-Germain diminué, ce ne sera pas toujours le Paris Saint-Germain sans Dembélé, sans Doué, sans Joao Neves toute la saison. Et je vois quand même le Paris Saint-Germain remporter le titre, on va pas se mentir. Mais c'était une belle victoire et déjà une défaite pour le PSG donc en Ligue 1, en J5. Ça aussi, ça n'arrive pas toutes les saisons. Voilà pour ce match. Concluons sur le Ballon d'Or. Alors pour le coup, la danse, ça j'ai bien aimé, je trouvais ça pas mal. Statique, mais on n'est pas là pour débriefer ça. Ce tête-à-tête, il a tourné comme attendu et pour moi, normal. J'en ai parlé, j'ai fait une vidéo de quasiment 1 heure l'autre jour sur mon top 10 du Ballon d'Or. Et du coup, ce top 10-là, déjà, il y a quelques gros problèmes dans le classement du Ballon d'Or. Michael Olise qui termine dernier, 30e sur les 30. À la rigueur, ça je comprends, parce qu'apparemment, les votants choisissent que 10 noms. Quand tu choisis que 10 noms sur 30, j'imagine il y a plein de mecs qui sont retrouvés dans aucun top 10, qui ont fini à égalité avec 0 points. D'ailleurs, je trouve ça pas ouf, je pense, pour les prochaines fois. S'il y a moyen de classer les 30, pourquoi pas. Après tout, est choisi pour statuer sur le Ballon d'Or. Classer 30 noms, c'est pas non plus un travail titanesque et ça nous permettrait d'avoir un top 30 plus représentatif, je trouve. Parce que au lycée, par exemple, si tu classes tous les noms de 1 à 30, pour moi, il n'y a aucun monde où au lycée finit 30. Ça, c'est une première chose. C'est pas le plus important. Pedri 11e. Je trouve que... Je veux pas être trop méchant. Mais il y a des votants qui regardent pas beaucoup de foot, je pense. Et si tu mets Pedri en dessous du top 10, non seulement tu regardes pas beaucoup de foot, mais je pense que tu comprends pas beaucoup le foot.
Et ça, je ne l'ai pas compris du tout. 11e place pour Pedri. Chez moi, il était 3e. J'imaginais les votants le mettre nettement plus bas parce que j'avais pronostiqué qu'il finirait 8e, mais en dehors du top 10. Bon, pour le coup, sur le reste, qu'est-ce qu'on a eu de juste? Mbappé 7e. Pour moi, il n'était pas dans mon top 10, j'ai expliqué pourquoi. Mais on l'avait pronostiqué 7e, effectivement. Nuno Mendes termine 10e et Palmer 8e. Je n'avais pas Palmer dans mon top 10 du tout. J'avais mis Mendes 8e pour moi. Mais on avait vu Palmer finir 10e aux yeux des votants, le Prisme Première Ligue, la Coupe du Monde des clubs, la finale. Tout ça, ça allait compter. Hakimi termine 6e. C'est exactement comme ça qu'on l'imaginait terminer aux yeux des votants. Moi, je l'ai mis dans le top 5 quand même. Je l'ai mis au-dessus de Rafinha, au-dessus de Salah. Rafinha et Salah qui finissent tous les deux dans le top 5. 5e place pour Rafinha, 4e pour Mo Salah. Ce qui était... Nous, on avait mis Salah, on l'imaginait être 5. Et on imaginait Rafinha être 3. Mais Vitinha a fini 3. Ce que je trouve très cool. Pour le coup, je pense... encore un poste un peu plus reculé, récompensé. Comme on disait aussi dans cette vidéo, les 6 de moins en moins dans la lumière. Clairement, le ballon d'or de Rodri l'année dernière. Mais ces meneurs de jeu reculés sont, aux yeux du grand public, presque plus meneurs de jeu que reculés. On voit toute la qualité que tu dois avoir pour être le cerveau d'une équipe, pour avoir la vision, pour produire énormément, tout en n'ayant pas la lumière d'un offensif, mais en devant avoir la qualité technique d'un 10, mais en ayant la pression sur tes épaules d'un gardien ou d'un central où chaque erreur se paye cash. Les 6, de moins en moins dans la lumière, Vitinha 3e. Cool. Après, 1er, 2e, comme on avait choisi et comme on avait pronostiqué. Dembélé, Yamal. Pour moi, le gros flop de ce ballon d'or, effectivement, Pedri 11. Il y a 2-3 autres trucs que je trouve assez discutables. Mais à la fin, pour moi, Dembélé fait un très très beau ballon d'or. Il a été le symbole d'une des meilleures équipes de l'ère moderne. Il entre dans la légende. Et il a eu un petit mot pour Didier Deschamps. L'objectif, maintenant, c'est juin. Juin 2026, Ousmane, est-ce qu'il y a de quoi aller chercher un deuxième? J'en connais un qui le souhaite très très fort. J'espère que ce petit débrief très bizarre d'un lundi soir, il faut qu'on travaille le lundi soir maintenant, ça suffit pas la Champions, l'Europa, les week-ends. Ah, je rigole, c'est un plaisir. Un plaisir de faire partie à ma manière dans mon bureau de cette famille football, d'avoir ma tribune pour parler de cette récompense, de tout le reste. Merci d'être là, comme d'habitude les gars. Et on se retrouve très très vite pour la suite. Prenez soin de vous et bonne semaine. Bisous.